Auditeurs de Lorraine Enragée, bonjour ou bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission. Une émission un peu particulière pour nous en effet puisque nous allons parler d'une terre, nous allons parler de nos racines, nous allons parler d'un endroit qui nous est cher. Une terre d'histoire, une terre où se sont déchirés beaucoup d'hommes, une terre ravagée par les guerres. Une terre qui a connu la guerre de 30 ans, une guerre qui a connu les tranchées de 1916, avec des châteaux, avec de la cuisine, avec bien évidemment la mirabelle, qu'elle soit solide ou liquide, avec la potée que préparaient nos grands-mères, avec aussi la tourte, avec aussi les pâtés, bref. Une terre qui est inscrite directement dans notre nom, puisque nous allons parler de la Lorraine. Et pour enregistrer cette émission, nous avons choisi un jour particulier, car nous enregistrons le 4 janvier, à savoir la veille de la fête nationale lorraine, qui fait référence bien évidemment à la bataille de Nancy qui a eu lieu le 5 janvier 1477. Donc une fête très particulière pour nous. Et pour parler de notre terre sur Lorraine Enragée, nous avons avec nous une équipe de choc comme d'habitude, avec Julien Chivoré, qui est sylviculteur, animateur de la page au four et au moulin Lorraine. Bonsoir Julien. Bonsoir. Également Philippe Schneider, directeur de la publication Lorraine Royaliste et président de l'Union des sections royalistes Lorraine. Bonsoir. Laurent Chang, éditeur, patron de la maison d'édition Le Paul et Marc, journaliste et une des plumes de la revue Éléments. Bonsoir. Et Jean-Marie Cuny, une institution en Lorraine, historien, régionaliste, rédacteur et créateur de la revue Lorraine Populaire, une revue qui a plus de 40 ans, je crois. Très bien, bonsoir à tous. Et pour m'accompagner, bien évidemment, mon camarade sur son poney fougueux, mon ami Perceval le Lorrain. Bonsoir, chers auditeurs. Avec sa voix toujours suave, qui envoie du steak, du pâté lorrain. Bien. La blague est faite, c'est bon, on n'en parle plus. Nous, on va démarrer cette émission avec un petit peu d'actualité avant de rentrer dans le vif du sujet. Bien évidemment, nous sommes début janvier, donc cela fait plus d'un mois et demi maintenant qu'un mouvement très français, finalement quand on y pense c'est quand même très français, un mouvement qui a cours en ce moment et qui fait beaucoup de bruit, beaucoup de remue-ménage. Et bien évidemment, donc on en parle beaucoup, c'est les Gilets jaunes. Donc vous allez me dire quel rapport entre les Gilets jaunes et la Lorraine? Il y en a, puisque nous avons avec nous des royalistes. Et à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, Louis de Bourbon s'est exprimé et a manifesté son soutien aux Gilets jaunes. Donc je commencerai par Monsieur Schneider et Monsieur Cuny en tant que royaliste. Est-ce que le mouvement Gilets jaunes a une espèce de teneur, une saveur, pourrait-on dire, royaliste, en tout cas anti-jacobine, anti-républicaine? Et bien évidemment, après, j'introduis avec Monsieur Cuny et Monsieur Schneider, mais nos autres invités pourront répondre. Qu'est-ce que vous pensez tous de ce mouvement? Monsieur Schneider, pour commencer. Oui, disons déjà une petite référence. Monseigneur le comte de Paris et le prince Jean sont intervenus également sur cette affaire des Gilets jaunes, un peu dans le même sens d'ailleurs que le sens normal des royalistes, parce que je pense que ce que nous avons trouvé avec les Gilets jaunes, c'est beaucoup un sens de l'enracinement, un sens de vouloir un pouvoir près d'eux, enfin, une véritable décentralisation. Ce qui est supprimé, qui était supprimé par la République déjà dès le départ, mais maintenant qui s'accentue, en particulier avec les suppressions littéralement des communes et des maires, qui sont obligés de pas fusionner, mais s'intégrer dans des communautés de communes, imposées par le préfet. Parce que si évidemment des communes voulaient s'allier pour des problèmes particuliers, l'assainissement, le transport, tous des problèmes comme elles le voulaient, ça c'est évidemment quelque chose de souhaitable. Par contre, que le préfet impose contre l'avis souvent des communes, des communautés de communes. Ces communautés de communes, ce qui est important, c'est que celui qui préside les communautés de communes n'est pas élu par les populations,
même quand il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais élus par les élus. Donc, ce qui fait qu'il y a de plus en plus, en fait, la population, c'est dans le domaine des communes, sur d'autres domaines aussi, est complètement séparée des dirigeants. C'est un peu les commissions européennes locales, en fait. Oui, et en plus, bon, au niveau national, c'est la France elle-même maintenant qui est complètement dépourvue de pouvoir, déléguée, en particulier sur le plan régalien, qui serait normalement le pouvoir qui doit rester à l'État, mais uniquement celui-là. Hein, je parle de la justice, de la défense, des affaires étrangères, la justice, qui est le premier pouvoir normalement de l'État. À faire régner la justice, le reste en découle. On n'est pas condamné au moment du sacre du roi, c'est pas l'épée qu'on donnait au départ, c'est la main de justice. Monsieur Cuny. Oui, ben, tout le monde est intervenu, donc le prince Jean, Louis de Bourbon, etc. Donc c'est la France profonde, on emploie souvent ce terme, ben, qui proteste parce que cette France est oubliée, et puis on a tendance à la remplacer justement par toute une population qui n'a pas de racines chez nous. Voilà. Voilà, au moins c'est clair. C'est clair. Alors on tient à préciser que si Philippe a fait référence au prince Jean, c'est parce que vous êtes orléaniste, c'est ça? Je suis pour la famille de France. Voilà. Et Jean-Marie, vous êtes plutôt un royaliste légitimiste. Oui, mais il faut pas qu'il y ait de querelle à ce sujet, parce qu'autrement on se perd dans des discussions à non plus finir. C'est pas le lieu, bien évidemment. Oui, non, c'est pas le lieu, mais il faut quand même le souligner, parce C'est qu'évidemment, il y en a qui vont défendre les légitimistes, les autres les orléanistes, les autres les descendants de Louis XVII soi-disant, enfin les providentialistes, etc. Donc le principe, c'est être contre les partis, et puis on cherche un prince souverain. Celui qui se présentera, selon la providence, on l'acceptera. Monsieur Champ. Oui. Je dirais juste que à ce sujet, je ne suis pas certain que les gilets jaunes soient vraiment un appui de taille pour que vous puissiez vous déterminer entre familles. Le mouvement des gilets jaunes peut être beaucoup de choses, il est très protéiforme, il s'inscrit évidemment dans une logique de contestation des partis, ou en tous les cas de doublement des partis, mais ça n'en fait pas un mouvement anti-républicain du tout. Certes, on voit bien avec la démocratie participative qui revient dans les médias à tout bout de champ maintenant, que le principe du RIC semble entériné par le gouvernement. Ceci étant, on a aussi entendu il y a quelques heures quelle était à travers la première réunion du gouvernement, quelle était la ligne qu'il entendait suivre, à savoir que, comme d'habitude, il ne revient sur rien, il garde le cap, comme il dit toujours, et il a relancé ses propos assez diffamatoires sur un mouvement qui ne se survivrait qu'à travers la violence. Donc là, on a de nouveau la bonne vieille dialectique du séditieux, du 6 février 34 qui réapparaît. Ça ne risque pas de s'arranger avec les européennes qui approchent, évidemment. Donc tout ça pour dire quoi? Que moi, j'ai pas grand-chose d'intéressant à dire sur le mouvement, à ceci près que dès le départ, il a eu ma sympathie, comme tout le monde autour de cette table, je pense. Oui. On est parti d'une revendication qui, au départ, se voulait sectorielle, trop d'impôts, ce qui est tout à fait vrai, problème de taxation directe et indirecte à n'en plus finir. Très rapidement, on s'est aperçu que ça allait bien plus loin que ça, qu'on avait des problèmes, ceux de ce que Guy lui appelle la France périphérique, que Macron a récupéré d'ailleurs sans pour autant du tout essayer de lui parler ou de la comprendre, cette fameuse France périphérique. Moi, ce qui m'intéresse surtout maintenant, c'est de voir est-ce que nous avons un mouvement qui va continuer. On sait que ce week-end, ils ont l'intention encore je crois que c'est l'acte 8, mais est-ce que nous n'avons pas à moyen terme un peu le chant du cygne de cette France-là, cette France enracinée, cette France profonde, de celle d'ailleurs que tous autour de cette table nous la représentons pas, mais nous en sommes aussi, c'est-à-dire celle des classes moyennes en voie de paupérisation. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. C'est certainement pas les bourgeois dénoncés par Mathieu Kassovitz, encore dernièrement, qui se battent pour leur confort. C'est magnifique, ça aussi. Ce sont des gens qui ne veulent ni suivre Marine Le Pen, ni suivre Mélenchon.
est-ce qu'ils réussiront à... Il faut surtout pas que ça devienne un parti politique non plus, parce que s'ils jouent le jeu de la partitocratie, c'est mort. Et malgré tout, face à un pouvoir qui reste perché, comment ça va pouvoir se prolonger, tout ça? Sur tout ça, moi, on n'a pas de réponse pour l'instant. Monsieur Chiboré, un mot. Sur les gilets jaunes, moi j'ai pas vraiment d'avis, parce que je pense que c'est beaucoup trop compliqué pour avoir un avis. Je pense que c'est surtout révélateur de la désorganisation de notre, on va dire, milieu, mouvance ou famille de pensée. Parce que je pense que la plupart de leurs revendications, le mouvement est protéiforme parce que leurs revendications couvrent tous les domaines, sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. Et je pense que c'est sociétal, sans même parler encore une fois tout de suite d'immigration, etc. Moi je pense que c'est sociétal, ils en ont marre, les gens en ont marre, comme nous. Mais oui, nous en sommes des Et gens. du coup, c'est de le fouiller dans leur tête. On leur a mis tellement dans la tête que penser ça c'était mal, qu'il fallait prendre aux riches. Moi l'ISF ça me révulse qu'ils parlent que de ça, je me dis vous avez vraiment que ça à faire. Donc voilà. Et je pense qu'on leur a tellement mis dans la tête qu'ils n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils veulent. Et comme ils veulent un changement vraiment de fond, c'est très difficile à revendiquer. Et donc ça montre bien que notre famille de pensée, donc aussi diverse qu'elle soit, est complètement désorganisée parce qu'on n'a rien su en faire. Les gauchistes, Mélenchon sont à fond dedans, donc les gilets jaunes se feraient moins voir qu'il y a 20 ans. Ils s'en rendent assez compte, mais il a les mots pour leur parler, et de notre milieu, je pense qu'il n'y a personne fait rien. C'est pas vraiment c'est la faute de personne, mais je trouve que ça montre bien qu'on n'a aucune organisation ni structure, même à petite échelle. On n'a pas d'intellectuel meneur, contrairement à ce qu'on dit. On parlait des conférences l'autre jour avec un ami, il me citait des conférences auxquelles il m'invitait, je lui disais, quand tu regardes, c'est les mêmes personnes que j'allais voir il y a 20 ans, et les 25 ans, et ceux qui sont nouveaux, ils abordent les mêmes thèmes, et je trouve que ça tourne beaucoup en rond, et on ne sait pas s'adapter. Et moi, c'est ça qui m'embête le plus. J'aimerais bien qu'on puisse faire quelque chose, mais bon. Quoi. Heureusement, Lorraine Enragée avait apporté de la nouveauté. Mais pas de structure. Pas de structure révolutionnaire. Pas de structure révolutionnaire. Oui, attends. Révolutionnaire dans le pacifisme. Nous parlerons révolution, mais ça viendra. Alors, il y a bien évidemment une analogie entre ce mouvement et la Révolution française, en tout cas pour avoir discuté avec beaucoup de gilets jaunes, je m'en suis rendu compte, puis bon, ça semble assez évident. Quelles étaient, là je m'adresse plus à M. Cuny, quelles étaient les doléances des Lorrains et pourquoi les Lorrains entrent en révolution? La Révolution française, la Révolution française de 1789. Bien, les Lorrains ont subi donc les guerres avec les rois de France. Finalement, donc, quand il y a eu cette période révolutionnaire, ils ont suivi le mouvement. Déjà contre les rois qui avaient fait pas mal de dégâts en Lorraine, c'est tout. Et puis, bon, ça ne veut pas dire que pour aujourd'hui qu'on approuve tout ça. Qu'est-ce qu'on trouvait justement comme doléance dans les cahiers? Vous avez écrit un ouvrage sur la Lorraine en Révolution. Comme chez tout le monde, les gens réclamaient, comme aujourd'hui réclament les gilets jaunes, les taxes, enfin des choses simples. L'essence moins chère. Le fourrage moins cher. Et comment peut être lotharingiste et royaliste? Apparemment, il y a une sorte de contradiction de Schneider. Non, parce que la Lorraine maintenant est bien française. Ouais. Ce que nous souhaitons par contre, c'est une véritable décentralisation pour que la Lorraine puisse s'organiser elle-même. Mais dans une France, d'ailleurs c'était le slogan de notre journal, pour une Lorraine libre dans une France libre. Oui, donc c'est pas le Grand Est, on voudrait que la Lorraine ait quand même sa personnalité. Sa personnalité, effectivement. Le fait d'avoir fait des grandes régions sans âme et sans passé, puis des régions c'est une différentes. manière en fait en plus de déraciner les populations. Oui. En plus, le fait de faire venir des gens qui ne sont pas de ces régions. On en a toujours à ça, quoi. C'est la politique au sens noble du terme qui nous rattrape, quoi. Ouais. Mais quelle Lorraine alors? Parce que c'est le débat qu'on a à chaque fois. Quelle Lorraine? Moi j'ai le débat en ce moment avec un camarade vosgien sur la ligne de démarcation germanophile-francophile. Qui coupe la Lorraine actuelle, comme il faut le dire. Le faut oublier que le duché de Lorraine, si on exclut les 3 évêchés, était
avait une partie germanophile. Il y a une frange, oui. Enfin, germanophone déjà. Germanophone. Perceval. On Perceval. va aborder le sujet Germanophile. on va aborder le sujet justement des deux identités. Non, mais il y a une frontière linguistique, et puis elle est naturelle, en fait. Ça, hein, c'est pas ouais. gênant. Hein. Bon, on reviendra sur cette dualité germaine et française en Lorraine, mais le cœur de notre émission, c'est le 5 janvier. Donc, si on enregistre bien le 4, c'est pour commémorer la bataille du 5 janvier 1477, dont la commémoration aura donc lieu demain. Monsieur Cuny, donc, vous êtes un des organisateurs de cette commémoration. Est-ce que vous pouvez nous raconter en bref et à grands traits un peu l'histoire de cette bataille du 5 janvier 1477? Oui, donc on commémore en fait cette bataille depuis 1977, donc au moment du 5e centenaire de l'événement. Et puis donc tous les ans, depuis 42 ans, on est sur la place. Bon, l'origine, eh bien, la Lorraine est envahie, le duc de Bourgogne voulait donc mettre la main sur la Lorraine pour unifier tous ces États qui allaient du nord au sud. Là. Donc les Lorrains n'étaient pas trop d'accord, ils n'étaient pas d'accord du tout. Donc il y a eu des sièges de plusieurs villes, et notamment le siège de Nancy, qui a été très important. Et puis ce siège a beaucoup perturbé, parce que donc les gens n'avaient plus rien, n'avaient plus de chauffage, n'avaient plus rien à manger, etc. Ils mangeaient les chiens, les chats, les chevaux, hein, c'était terrible. Hein. Mais ils ont maintenu, voilà. Et donc le duc de Lorraine, pendant ce temps, ralliait les troupes et a délivré Nancy. Et puis depuis ce temps, on fête l'événement qui correspond toujours avec la fête de l'Épiphanie. Et dans son testament, le duc de Lorraine, René II, a demandé à ce que justement cette fête perdure dans le temps. Il l'a écrit dans son testament. Ça a été un événement important qui a changé complètement la carte de l'Europe. Et en quoi consiste cette fête aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on y fait durant cette fête? Eh bien, écoutez, on est comme les Gilets jaunes, on est très simple. On réclame notre identité en buvant le vin chaud, en discutant, en se tapant la main dans le dos, etc. Parce que les officiels n'ont pas repris en main cette manifestation. Alors que Saint-Nicolas prend une ampleur formidable. C'est même présenté au Conseil de l'Europe, je ne sais pas quoi, enfin des sornettes là. Et donc Saint-Nicolas est resté, mais la fête nationale des Lorrains a été supprimée. A été supprimée par les Français au temps de l'occupation française, et puis aujourd'hui, ça n'a pas repris. Je ne sais pas si je pense qu'on va bouleverser la République, mais bon. Donc Saint-Nicolas est resté, la procession du Cire de Réchicourt, qui a quelques siècles d'existence, est maintenue, mais la fête nationale des Lorrains est supprimée. Alors, c'est Charles le Téméraire, donc le duc de Bourgogne, qui attaque la Lorraine. Laurent Chang, vous avez édité il y a quelque temps un ouvrage qui s'appelle Les partisans de Charles le Téméraire de Fabien Lesgula, qu'on a déjà accueilli sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre activité d'éditeur et les éditions du Polémarque? Oui, je ne voudrais pas qu'on dévie trop de la problématique de départ, mais disons que j'ai créé cette maison d'édition il y a quelques années ici même à Nancy. C'est pas une maison qui est destinée en particulier à traiter des questions lorraines, lotharingistes ou alsaciennes lorraines. Simplement, il se trouve que j'ai publié un certain nombre de titres qui reviennent sur mais ça on en reparlera plus tard, justement, sur la thématique alsacienne-lorraine. Pour ce qui est de Charles le Téméraire, effectivement, Fabien Nisgoda, qui est également un collaborateur d'Éléments avec moi, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a sympathisé et qui est vosgien lui-même, avait fait ce travail universitaire sur les familles lorraines qui avaient pris le parti du Bourguignon contre le duc, pour des raisons qu'il explique très bien et qui nous paraissent des fois, qui pourraient nous paraître difficiles à comprendre à notre époque où on est soit de résistants, soit de collabos. Pour ce qui est du Polémarque, c'est une maison qui, son nom l'indique, mais on n'a pas tous fait du grec. Polémarque, c'est tout simplement le synonyme de stratège en grec. Et c'est donc une maison qui publie essentiellement de la tactique, de la stratégie, de l'opératif aussi, qui est une discipline à mi-chemin entre la tactique et la stratégie, et l'histoire militaire. En sachant que je ne m'intéresse pas du tout à l'uniformologie, au militaria pur, on est vraiment dans les questions de doctrine. Voilà. D'accord, et pour en revenir du coup à l'épisode du 5 janvier et à Charles le Téméraire, est-ce que, selon le titre du livre de Fabien Nisgoda, est-ce qu'on a vraiment failli devenir bourguignon avant?
On a peut-être failli devenir bourguignon, mais bon, il y avait des alliances. Là, je parle pas de la bataille, hein, je parle vraiment avant la bataille du 5 janvier. Il y avait des partisans de Charles le Téméraire qui auraient bien voulu que la Lorraine rentre dans le royaume de Bourgogne. Oui, mais là, on a pour une fois... le 5 janvier donne raison à ce qu'on appelle l'histoire bataille. C'est-à-dire qu'effectivement, le Bourguignon est mort, Charles le Téméraire est mort porte de Nancy. Une bataille, on a décidé ainsi. Est-ce que la Lorraine vraiment... on va rentrer dans l'Uchronie, mais est-ce que la Lorraine serait véritablement devenue bourguignonne? Bon, il se trouve que Charles le Téméraire avait quand même pris 2 raclées magistrales en Suisse, Oui. Peu de temps avant, 76, à Morat et à Grandson, et que c'est bien parce qu'il n'avait pas réussi à étendre son territoire du côté des cantons suisses qu'il s'était retourné vers la Lorraine pour pouvoir faire la jonction avec ces terres des actuels Pays-Bas et de la Belgique, sachant également qu'il avait échoué au siège de Neuss, aujourd'hui en Allemagne. Oui. Le Lorrain, le duc René II avait quand même aussi des atouts dans sa manche, ce qui nous permet de rappeler quand même que si la cavalerie de René II a beaucoup contribué à la victoire de Grandson, sans l'apport des Fribourgeois, des Lucernois et des Bernois, donc autrement dit des Suisses, il est possible qu'effectivement nous serions devenus bourguignons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, au lieu de dire qu'aujourd'hui les Lorrains sont français, eh ben nous serions tout à fait capables de dire que nous sommes bourguignons, aujourd'hui à 2 siècles d'écart. Tout comme peut-être que dans 3 siècles, tout le monde sera européen et qu'on dira quelle importance que vous reconnaissiez français, royaliste ou ce que vous voulez. Alors pour comprendre quand même un petit peu l'arrière-fond, et après je vous donne la parole, M. Schneider, quel était le projet comme diraient certains, quel était le projet de Charles le Téméraire? C'était de refaire une espèce de Lotharingie, c'était de... Oui, c'est ça, la bande lotharingienne du nord au sud. Hein, oui. Un empire. Donc c'était la Lorraine gênait beaucoup le Bourguignon parce qu'elle était en plein milieu de ses territoires. Donc il lui fallait absolument la Lorraine. Plus que la partie suisse d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'était les richesses suisses qui l'intéressaient, en l'occurrence. Mais alors, là je pousse un peu, mais si les Bourguignons avaient gagné, est-ce que la Lorraine ne serait pas... Ok, elle serait bourguignonne, mais ne serait-elle pas peut-être plus libre aujourd'hui? Ça c'est difficile à dire. Hein. Bon, ouais. Surtout On qu'à peut la pas limite, refaire elle serait l'histoire. française. Parce que Charles le Téméraire était quand même vassal du roi de France. Oui, mais il était quand même en opposition marquée. Oui. Il est en opposition Il est en- marquée, les comme Bourguignes. il y en a eu d'autres. Et les Bourguignons, au fil Comme il y en a eu d'autres. les Bourguignons ont mis un certain nombre de siècles après Charles le Téméraire pour rallier la couronne de France. Bah, On l'a vu juste après Charles le Téméraire. Oui. Juste après, à sa mort. Vous savez comment... Ouais. Oui, C'est vrai qu'après on va rentrer dans des arguties de... Enfin, Ouais, des arguties, ouais, Bourguignon mais, a su intriguer. À ce point de vue, c'est hein. ça, c'est ça aussi la question, c'est finalement... moi la question que je me pose toujours, celle qui me hante à chaque fois que je passe sous la place Saint-Ève, c'est d'une certaine manière, René II, en sauvant la Lorraine au XVe siècle du Bourguignon, n'a-t-il pas aussi jeté finalement la Lorraine dans les bras, dans les serres du royaume de France en tuant son principal ennemi? Parce que finalement, effectivement, l'universel Aragne, Louis XI, n'avait plus personne en face de lui. Et il était bien content, effectivement, de pouvoir se débarrasser du Bourguignon sans coup faire rire. Oui, c'est sûr. Sans coup faire rire. Ah, mais moi j'aime beaucoup Louis XI, alors ça va poser problème. Ça pose des bases. Je crois que si Je ne jamais resterai pas une minute de plus. C'est table. Charles le Téméraire Je n'ai avait que des gagné, ennemis. si jamais Charles le Téméraire avait gagné mais était affaibli, Ça, c'est vrai. Louis XI lui tombait dessus tout de suite. Son armée était prête. Oui. Elle était armée. Une armée de prêtres. Oui. Et puis ça a continué Donc, après, parce que Charles Quint aussi voulait la Lorraine, il y a eu des batailles dans les 3 évêchés, il y a eu bataille de Metz. Ah non, mais ça, On viendra sur Non, l'après mais 5 janvier non, après, mais mais ça a continué. Henri II voulait aussi Ah oui, la non, Lorraine. il y a la guerre à toutes les époques. C'est le malheur de la Lorraine, de toute façon. Oui. Ouais. Je vois qu'ils sont lancés, donc on va conclure sur cette fête du 5 janvier. Je vais donner la parole à M. Chivoré qui maintenant s'occupe de ça et qui va nous expliquer, puisque nous allons diffuser dès ce soir, donc les auditeurs qui nous écoutent sont bien évidemment invités à nous retrouver demain, place de la Croix de Bourgogne. Alors, Julien, comment ça se passe? Est-ce qu'il y aura assez Demain. de linge, oui. Eh ben ça se passe, les gens sont invités à venir sur la place Croix de Bourgogne à 18h, 18h30.
logiquement, le vrai début est 18h30, mais on aime bien dire 18h. Il suffit de venir, il n'y a rien d'autre à faire. Et puis de discuter avec tout le monde, et puis c'est une bonne ambiance. Ensuite, il y a un petit discours de M. Cuny, qui nous remet un petit peu les idées en place à chaque fois. Et ensuite, c'est distribution de vin chaud, de pain d'épices, toujours dans une convivialité Oui, c'est non amical, forcée. c'est familial, bon, le public est très divers. Et d'ailleurs, ensuite, maintenant, tous les ans, la plupart des gens qui sont à Rest, on va tous boire un coup en ville. On est assez nombreux là, je pense qu'on sera une bonne cinquantaine en ville. Donc, À quel endroit? est-ce que je l'ai dit? Parce que Ouais, Non, le lieu reste secret, il faut Le venir, lieu reste il faut secret. venir pour le savoir. C'était la taverne de l'Irlandais l'année dernière. Bon, bah, voilà. Ouais, là où les gens sont capables d'accueillir beaucoup de monde. Ah oui. Mais toujours dans une bonne ambiance, c'est ça qui compte. Et vous êtes aussi, Julien, animateur de la page Au Four et au Moulin Lorraine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos activités Alors, en autour fait, de cette page et... Au Four et au Moulin Lorraine et descend en droite ligne du MAS, pour ceux qui connaissent. Parce que le MAS, c'est donc autodissous. Qui veut dire Mouvement d'action sociale. Qui est un mouvement qui s'est autodissous, mais c'était prévu à l'avance. Et donc, les structures qui avaient été mises en place au sein du MAS avaient pour destin de devenir des structures tout autonomes. Donc, il y en a partout en France. Donc, nous, on est devenu Au Four et au Moulin Lorraine. Donc, c'est pour dire on touche un peu à tous les domaines. Et le but est de créer un réseau, comme faisait le MAS, que ce soit social, sociétal, sportif, intellectuel, de conférences. Et l'objectif n'est pas de faire un groupe ou une structure quelconque, c'est de mettre des gens en contact. C'est ce qu'on apprécie le plus. Donc vous êtes déjà venu à des réunions, on a fait un week-end de boxe, on fait des choses comme ça. Et moi j'aime beaucoup quand on amène des gens qui ne se connaissent pas, et c'est agréable de voir après qu'ils se voient sans nous en fait, et qui font des choses. Et on commence à avoir dès lors pas mal de demandes à quelqu'un qui veut faire un verger, il y en a un autre qui a une maison à retaper. Donc on essaie de faire tout ça tous ensemble. Donc du coup l'intérêt intellectuel c'est aussi que du coup ça réunit vraiment tout le monde. Donc on a beaucoup de débats justement sur la germanophilie, on a vu ça il y a quelques jours. On fait attention, donc la page Facebook commence à être beaucoup suivie, on est plus de 600. Il y a des gens qui suivaient depuis le MAS, mais qui ne m'avaient jamais contacté et qui maintenant commencent seulement à me contacter. Donc il n'y a pas d'objectif. L'objectif c'est de se rencontrer, de faire des choses ensemble. Justement ce qu'on disait, ça rejoint ce que j'ai sur les Gilets jaunes, que personne n'a pu structurer le mouvement. Donc nous le but c'est pas de faire un mouvement, c'est de savoir se structurer tout seul. Et que si par exemple si on arrivait à être 100 et que chacun est sur un rond-point, ça aurait servi à quelque chose. On n'est pas prêt du tout. N'inventons pas une vie qui n'existe pas. Mais c'est une sorte d'idée de fond, c'est de montrer aux gens que c'est possible de vivre autrement, un petit peu en parallèle, sans être non plus des zadistes. Comment les gens rejoignent cette association? Eh ben, il n'y a pas d'association, justement, c'est juste Oui, enfin, du copinage. Ils demandent. C'est très divers. C'est beaucoup de bouche à oreille, ou quelqu'un qui envoie un mail sur la page, qui aime bien, et sur la page, on fait aussi les annonces de nos activités. Et donc, quelqu'un qui va dire, ah bon, vous êtes près de Briey, je sais pas, tel jour, bah, j'habite dans le coin. Et du coup, par exemple, on avait 3 personnes qui étaient à Thionville, qui s'étaient jamais vues, et on les a fait se rencontrer, et depuis, ils font des choses ensemble. Donc, des fois, ils viennent nous voir, des fois, on va les voir. Par exemple, là, on touche vraiment à tout. Là, par exemple, samedi 12, le matin, on va voir l'exposition sur l'art chrétien à Metz. Donc voilà, il n'y a aucune obligation, oui, on va être 10, ça suffit largement. On est invité à Lyon pour un tournoi de boxe. Donc, ah, mais ça, la boxe, Ça doit bien marcher. C'est très ça marche fédérateur. bien, parce que comme on arrive à le faire aussi d'un côté très convivial, il n'y a aucune pression, et du coup, les gens ont bien accroché. C'est la boxe française ou c'est la boxe... N'importe, on fait ce qu'on veut. Même la boxe Lorraine, que tout le monde connaît bien. Avec que les En oreilles. coup de Mirabel. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit bien plus que d'un club de rencontres enraciné. Ça, c'est une idée, ça. C'est vrai que ça pourrait marcher, ça aussi. Et donc, juste pour finir, par rapport au 5 janvier, l'intérêt qu'il y a au Four Moulin, c'est que ça ramène beaucoup de monde qui n'était soit même pas au courant de l'existence de ce petit rendez-vous annuel, ou qui ne pensaient pas être les bienvenus, ou qui disent bah, mais moi je pense pas exactement comme vous sur l'indépendance, ou pseudo-indépendance, sur la France, sur la Bourgogne. On n'est pas tous d'accord, mais on dit oui, mais c'est une manière symbolique, justement, de. Moi je trouve que c'est un acte symbolique fort, auquel moi personnellement je vais de manière irrégulière depuis vraiment très longtemps maintenant. Et c'est sympa de voir qu'au bout de 40 ans, c'est comme s'il y avait un redémarrage. Et Ouais.
Ça j'aime bien, parce que déjà l'année dernière, il y avait beaucoup de monde. Bon, on était contesté à plusieurs époques, on a été même protégé par les CRS, enfin il y a eu des Oui, ça, bagarres. je m'en souviens. Mais ça, c'est comme d'habitude, c'est la faute des opposants, parce que finalement, la commémoration en elle-même n'a rien de très politisé. Mais non, Eux l'ont politisé C'est immédiatement. très historique. Et donc on était à l'époque, début années 90. Historique enracinement. Historique Deux mots enracinement. qu'elle n'aime pas, Voilà. tout ce qui est à gauche. Là, Oui, mais ça commençant, crée pas de grabuge, c'était ça le truc. Alors Ouais, que eux, non, ont oui, créé du aucun- grabuge. Et c'était une époque où le grabuge créé avait vite du répondant en face. Mhm. Et donc cette fête est devenue malheureusement un moment très connoté Ouais. par les adversaires, mais aussi par ceux qui venaient. Moi je me souviens plus jeune venir, on savait qu'on venait pour ça. On disait, il va y avoir des gauchos, on va bien rigoler. Enfin, Voilà. le public est très varié quand même. Maintenant, Que les auditeurs ça, se c'est rassurent, très il n'y a bien. pas de trouble à l'ordre Bah oui, il y a public. beaucoup de femmes et Voilà. d'enfants. Il y a C'est beaucoup très de- familial. Voilà. Maintenant c'est familial, il y a beaucoup de monde. Maintenant c'est vraiment devenu une vraie commémoration impolie. Ce qui est beaucoup mieux. Ouais, c'est beaucoup plus festif. Bien sûr. Alors on va revenir un peu à l'histoire et essayer de comprendre un peu dans quel contexte a eu lieu cette bataille au regard de l'histoire avant le 5 janvier. Donc avant cette date, en fait, quelle était en fait la place de la Lorraine, quel était son statut en Europe? Jean-Marie Cuny. Bah, elle était intégrée à la France, donc il n'y avait pas de particularité. Vous parlez de quoi? De l'origine? Vraiment avant 1477. Comment on peut résumer, brosser à grands traits depuis, on va dire, La Lorraine la fin du était Xe indépendante, elle siècle. vivait comme tous les États indépendants avec son duché. Il y a eu des guerres notamment entre Metz et Nancy, parce que voilà, mais l'important, enfin, son identité date quand même de la bataille de Nancy. C'est à ce moment que les gens ont eu conscience de leur identité. Parce qu'on a toujours dit que la Lorraine était un peu quand même une terre d'entre-deux au début de son histoire, avec le Elle premier est toujours une terre duc de d'entre-deux. Lorraine était quand même Gérard d'Alsace, était quand même Elle l'est toujours. vassal du Saint-Empire. Oui, mais on est toujours entre deux. hein. Elle est toujours, oui. Entre l'Empire romain germanique et puis le Royaume de France. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter, Laurent Chang, Jean-Marie Cuny, un peu les débuts de la maison de Lorraine avec Gérard d'Alsace? Il n'y a pas grand-chose de solide, de connu. Hein. Oh, vous voulez dire qu'on n'est pas si proche de ça que nos frères alsaciens? Je suis déçu. Fait est qu'on manque de sources. On a eu, Oui. on a eu des guerres avec les Alsaciens. On manque de sources, on a des sources. Les sources commencent vraiment avec Raoul II. Ouais. Oui, qui Et- était tué à la bataille de Crécy. Voilà. Là, on a vraiment des sources en latin, on a des sources aussi en bas allemand, un peu de sources en français ancien. Il y a une très bonne étude qui n'a pas été publiée d'ailleurs, qui il y a 2 ans, faite par une étudiante de Nancy à ce sujet, sur les premières décennies du duché, mais c'est vrai qu'on a assez peu de sources. Le livre de Bogdan montre bien d'ailleurs que Oui. jusqu'au... La Lorraine des Ducs, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire qu'il y a comme il y a entre la fin des royaumes carolingiens et puis finalement l'émergence de la famille de nos ducs. Ça date de 843, que Voilà. justement le partage. Il y a 5 siècles où effectivement le duché se met petit à petit en place, de façon très morcelée, comme on le faisait toujours, par combat, par mariages interposés. On a bien sûr les chronologies des ducs, mais réellement, et puis des contes, mais on connaît finalement davantage le duché par son opposition persistante avec le comté de Bar ou avec justement le Barbois mouvant à côté. On sait pratiquement davantage de choses de cette époque de la Lorraine à travers son miroir inversé qui était le Barbois mouvant, enfin ce qu'on n'appelle pas forcément encore le Barbois mouvant. Mais vraiment c'est effectivement avec quand même René que c'est avec les enjeux Oui, que conscience véritablement de la Lorraine, l'identité. voilà, la Lorraine prend conscience d'elle-même vraiment avec les enjeux, quoi. Et moi, je suis moins calé en histoire que vous, beaucoup moins. Et il me semble me souvenir qu'il y avait un moment, il y avait un Jorat qui était candidat au trône de France, non? Mais il y a très longtemps, peut-être 843 dans ces eaux-là. Au trône de Ça me France. dit quelque chose, mais j'ai pas travaillé avant de venir. Nous, on connaît notre duc de Lorraine, hein, c'est ça. un descendant des Lorraine-Habsbourg. Donc, Oui, non, c'est sûr, on parle de l'élection du Capet. Ah bah ça doit être... Parce qu'à partir des un peu après les Capétiens, il y a L'élection quand même du une progression de la... Capet,
l'opposant, enfin Ah oui, il était Charles de Lorraine. c'était Oui. Charles de Lorraine, et qui a été refusé au moment de l'élection parce qu'il était vassal de l'Empereur d'Allemagne. D'accord, bon, voilà, donc ça me- Donc il fallait un Français. j'avais une petite réminiscence. Donc pour faire un peu plus clair Ah, c'était pour les auditeurs Un qui peu ne plus qui- synthétique, ouais. et plus synthétique pour les auditeurs qui ne seraient pas dans les secrets des dieux comme vous, messieurs. Grosso modo, la Lorraine naît en 843, à la séparation du royaume de Charlemagne, en 3 parties. 3 parties, oui. Et après, nous avons cette date qui est 1477, qui redéfinit finalement clairement la Lorraine. On pourrait dire ça comme ça, dans les grands traits. Alors, Mais on est Et d'accord très grand trait, que le début de la Lorraine des Ducs, c'est Gérard d'Alsace. Oui, Oui, c'est oui, le oui, 11e oui, siècle. ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, pour schématiser, il y a quand même une première période où on est beaucoup plus affilié au Saint-Empire romain germanique, Ah oui. et une partie ensuite Ah oui. où, avant 1477, la France progresse petit à petit en Lorraine avec les Capétiens. alors, Mais c'est en cela que le comté de Bar est un cheval de Troie. implanté dans le... De Roi, l'île Saint-Louis, était dans les côtes du territoire duché de français, Lorraine. si on peut dire comme ça. Donc les Meusiens sont un cheval de Troie. Les Meusiens. Ceci dit, même avant René II, on a quand même des ducs de Lorraine, enfin, la famille de Lorraine qui se bat aux côtés des rois de France dans la guerre de 100 ans. Oui. Alors qu'au départ, ils étaient plutôt proches des Bourguignons. Charles II était plutôt associé dans un premier... sont des traîtres perpétuels. Ouais, non, mais- Non mais au début, on est d'accord que Charles II était associé à Jean sans peur et aux Bourguignons, et c'est ensuite seulement... L'histoire est très compliquée à cette époque-là. Elle est compliquée parce que donc Et en plus, les on tient familles, compte comme les surtout familles de des Guise, alliances familiales. Voilà. Donc, oui, les alliances familiales. La famille de Guise, par exemple, a toujours été en France, plus qu'en Lorraine, à la limite. Et pourtant, c'est une famille bien lorraine, alliée au duc de Lorraine. Oui, non mais c'est... Donc, c'est très compliqué. Et est-ce que Jeanne d'Arc finalement n'a pas joué un rôle dans le ralliement de Charles II à Charles VII? Et avec le mariage avec la maison d'Anjou d'ailleurs. Non, elle a voulu le couronnement du roi, mais bon, elle n'a pas eu un rôle essentiel pour les Lorrains. Pour les Lorrains. Ouais. Ça- je ne voudrais pas lancer une nouvelle polémique, mais Si, vas-y. C'est le moment. C'est le moment. quand même, si on veut être un tout petit peu objectif, Jeanne d'Arc devient réellement Lorraine au XIXe siècle. Avant cela, j'invite tout le monde à lire ce très beau livre de Michel Bernard qui s'appelle La Pucelle. Le terme de Lorraine n'apparaît pas, si ce n'est que parce que justement elle va un peu à vos couleurs, et puis elle rencontre quand même effectivement des seigneurs lorrains en l'occurrence, Et elle rencontre Charles II aussi. qui, voilà, et qui dans l'ensemble... Et elle va en pèlerinage à Saint-Nicolas-de-Port quand même. Voilà, très Ouais, bien. bien sûr, mais... Bon, ça c'est des là, c'est- discussions. Mais là, c'est la chrétienté, là. Ceci dit, vos couleurs, c'est territoire français. Mais bien C'était sûr. une place forte française. C'est territoire français, donc... C'est ça. La frontière est floue de toute manière à ce c'est moment-là. c'est très compliqué. C'est pour Donc ça. c'est des discussions d'historiens depuis Jeanne d'Arc. On connaît même un abbé qui considère qu'il ne faut pas fêter Jeanne d'Arc. Ah bon? Mais quel est le nom de cet abbé? C'est peut-être pas... Soit elle est française, donc on ne la fête pas, soit elle est Le lorraine, reste, soit elle n'a c'est rien sûr. à faire en France. C'est un personnage qui n'en reste pas moins magnifique, mais qu'il faut distinguer de l'histoire de la Lorraine. Et l'histoire et le mythe, quoi. Bien sûr, du duché, de la même manière que la Croix de Lorraine n'a pas attendu Charles de Gaulle pour exister. C'est sûr. Alors, C'est une récupération. eh ben c'est parfait, vous me donnez, vous m'ouvrez une fenêtre. Ça n'était pas préparé. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la croix de Lorraine, puisque bien évidemment c'est un symbole qui est connu dans toute l'Europe et peut-être même dans le monde entier. Beaucoup de gens ont cette croix de Lorraine près d'eux, j'en fais partie puisque j'en porte une au cou. Je connais aussi des amis qui ne sont pas forcément identitaires ou qui revendiquent pas particulièrement une identité lorraine, mais qui se font tatouer des croix de Lorraine parce que symbole de la résistance, parce que ça me fait penser à mon grand-père, etc. Alors, je voudrais un petit peu, messieurs, que vous me parliez de la croix de Lorraine et de ce symbole qui est finalement très international, puisqu'on le retrouve en Hongrie, en Slovaquie, en Lituanie. Alors parlez-moi un petit peu de ça. C'est la croix du Christ, tout simplement, avec le titulus crucis, donc la croix et puis le titre au-dessus. Là. Donc ça a servi de symbole à tout ce que vous venez de citer, et notamment la bataille de Nancy, puisque les Lorrains portaient la croix de Lorraine pour se distinguer des Bourguignons qui portaient la croix de Saint-André. Voilà. Ensuite, ça a été récupéré à différentes époques, et notamment donc, par Charles de Gaulle,
l'amiral Muselier, enfin De Gaulle cherchait un symbole fort. Et l'amiral Muselier, qui était de famille lorraine, lui a conseillé de prendre la croix de Lorraine. Voilà. Ouais, une croix contre une croix. Oui, C'était ça l'idée. voilà, contre la croix des croix gammée. le swastika des nazis, des Allemands. Et ça permet du coup d'introduire un peu le rapport de la Lorraine à la chrétienté. Quel a été le rapport de la Lorraine dans toute l'histoire, à l'Église et au Christ? Depuis l'origine, une fois l'implantation du christianisme, en fait, toutes les structures administratives et autres ont été menées par les évêques, par les hauts responsables, depuis Clovis en France, et puis chez nous. On peut rajouter qu'au C'est moment génial. de la réforme Oui, luthérienne ou calviniste, enfin bon, peu les importe, deux, ouais. les protestants, les ducs de Lorraine ont été de fervents pour la contre-réforme catholique. Voilà, donc c'était la Ligue Soutenant qui avait à pour symbole fonctionnement, la croix de Lorraine. d'où l'Église qui intervenait en France contre les protestants. Les ducs de Lorraine étaient très, très fortement là-dessus. D'ailleurs, ils ont exclu tous les protestants à l'époque du duché. Oui. Ce qui Oui, était la Lorraine est simple. restée vraiment catholique. Ah oui, ça. Et a combattu les protestants alsaciens Oui. qui voulaient attaquer la Lorraine. Elle les a battus d'ailleurs. Alsaciens et Allemands, on dit toujours les Alsaciens et Alsaciens. Allemands. Mais ils avaient ravagé tout le Palatinat, ils avaient ravagé l'Alsace et ils allaient rentrer en Lorraine. Le Ouais. duc de Lorraine les a arrêtés net en 1525 au col de Voilà. Saverne. C'est ça. Donc on peut dire que tout le duché de Lorraine a toujours été profondément catholique et à la suite de ses ducs. Et du coup, pour revenir à la période vraiment juste avant la bataille de janvier 77, donc on a René II, qui est donc le premier duc de la maison de Vaudémont, mais pourtant il est issu de la maison d'Anjou. Donc on rappelle un peu pour récapituler, au début il y a la maison d'Alsace, puis il y a la maison d'Anjou, et là René II inaugure la maison de Vaudémont. Comment ça se fait, du coup, alors qu'il est issu de la maison d'Anjou? C'est les parentés. Bon, c'était l'héritier normal, suite à René Ier. Et est-ce que vous pouvez un peu nous dire quelles ont été les grandes caractéristiques de chacune des maisons? Bon, c'est très compliqué. C'est le sujet, hein. Ah ouais, c'est des questions ouvertes. Non, je peux pas le dire en résumé, quoi. Voilà. D'accord. On va faire une petite pause alors. Bon, alors, on va faire une petite pause, histoire que nos auditeurs reprennent leur esprit. Pour être franc, j'avais pas beaucoup d'idées, mais j'ai trouvé une très belle version de En passant par la Lorraine de Edmond Clément. En plus, c'est une année particulière pour les Lorrains, puisque ça date de 1916. Donc on se retrouve juste après. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, rencontrer trois capitaines avec mes sabots sont d'un nom, avec mes sabots. Rencontrer trois capitaines avec mes sabots, rencontrer trois capitaines avec mes sabots, ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots sont d'un nom, avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots, ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots dont des noms, avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots, je ne suis pas si vilaine avec mes sabots, puisque le fils du roi même avec mes sabots dont des noms, avec mes sabots. Puisque le fils du roi même avec mes sabots, puisque le fils du roi même avec mes sabots, il m'a donné pour étreinte avec mes sabots dont des noms, avec mes sabots. Il m'a donné pour étreinte avec mes sabots, il m'a donné pour étreinte avec mes sabots, un bouquet de marjolaine avec mes sabots dont des noms, avec mes sabots. Un bouquet de marjolaine avec mes sabots, un bouquet de marjolaine avec mes sabots. S'il fleurit, je serai reine avec mes sabots dont des noms, avec mes sabots. S'il fleurit, je serai reine avec mes sabots, s'il fleurit, je serai reine avec mes sabots. S'il meurt, je perds ma peine avec mes sabots dont des noms.
oh, avec mes sabots. Bien, de retour sur Radio Lorraine Enragée pour cette émission spéciale sur la Lorraine. Nous avons en première partie planté le décor en parlant de ce qu'était la Lorraine avant la bataille du 5 janvier 1477. Aujourd'hui, pour commémorer cette bataille, il y a un monument, place de la Croix de Bourgogne, sur lequel il y a écrit que cette bataille fixait les destinées de la Lorraine et de la France. En quoi cette bataille a été fondatrice pour le futur de la Lorraine? Alors là, je pose la question à tout le monde. Monsieur Cuny, peut-être en premier. Fondatrice pour la Lorraine, si on veut, c'est à partir de ce moment-là qu'on a conscience de notre identité lorraine. Bon, pour la France, c'est venu après. Monsieur Schneider? C'est une histoire fiction, disons, si Charles Le Téméraire avait gagné, l'issue de la bataille étant différente, qu'aurait fait la force? Est-ce que Charles Le Téméraire aurait réussi son pari? Est-ce qu'il aurait été vaincu par le roi de France? Est-ce que... Mais ça, Oui, mais alors, ça a changé. Ça a changé, sont. effectivement, parce que... Ça aurait changé le cours de l'histoire, C'était une forcément, puissance qui a disparu, quoi. Une puissance européenne qui a disparu. changé l'histoire. Donc, automatiquement, ça a changé. Mais bon, maintenant, ce que serait... On peut en faire de la politique Julien, fiction, dis-nous. hein. Moi, c'est surtout la mort de Charles Téméraire qui a marqué l'histoire. Parce que Nancy, c'est une bataille comme une autre bataille, en fin de compte. Mais je pense aussi que les Lorrains, comme dit M. Cuny, ont pris conscience de leur identité à ce moment-là. Et je pense que la Lorraine n'était pas vraiment puissante, c'était un enjeu. Et je pense qu'il y a l'alliance avec les Suisses aussi. Je pense que ça a marqué les esprits pour ensuite. On a évalué la Lorraine de manière. On a un petit peu plus évalué les forces de la Lorraine, ou du moins son unité, qui justement les gens n'en avaient pas très conscience. Les rois de France ont dû s'en rendre compte. Et d'ailleurs, j'en reviens encore à Charles Quint. J'ai vu une lettre où il explique que la Lorraine devrait revenir au Saint-Empire, et qu'il n'en a pas l'air. Il ne peut pas le faire, parce qu'ils ont parfaitement conscience que le peuple. Alors, il ne parle pas des dirigeants, parce que c'est toujours mouvant, selon les négociations, que le peuple lorrain se sent français. Et que ce serait fin. Ouais. Oui, enfin dans le même temps, quand ensuite les Français ont assis leur pouvoir en Lorraine, il y a quand même eu aussi de la résistance des Lorrains Oui, bien sûr. pendant plusieurs décennies. Et si les Français, justement les Lorrains se sont jetés dans la Révolution française comme ils l'ont fait, c'était aussi, vous l'avez dit au début d'émission, en réaction justement à une monarchie qu'il refusait, qui les écrasait sous sa police et surtout sous sa fiscalité. Moi je dirais quand même qu'il y a une chose qui est attestée, c'est qu'après la bataille de Lorraine, de Nancy, excusez-moi, qui revient même d'ailleurs d'une certaine manière, ouais, Ça fait plaisir d'entendre ça de la part d'un médecin. Oui, bien sûr. La Lorraine quand même et surtout la famille ducale a scié sa réputation internationale. Oui. La Lorraine commence à compter. C'est le moment où la Lorraine se développe. C'est le moment où Nancy va vraiment devenir une ville de pouvoir. Alors pas d'un pouvoir international, mais avec tous les attributs du pouvoir, ce qui n'était pas encore autant le cas que, excusez-moi de le dire, Metz à la même époque. C'est une famille aussi dont on recherche les filles pour des alliances. Le musée lorrain, qui malheureusement est fermé et qui rouvrira sous des conditions bien tristes dans quelques années, puisque sa devanture va être refaite, si j'ose dire. Et comment? Les collections seront toujours là. Mais les collections seront là, on est bien d'accord. Bon, le musée le montre bien à quel point justement et la Renaissance sera le summum de ce point de vue-là pour la Lorraine. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que cette bataille, eh bien, elle met définitivement face à face le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Il n'y a plus de tampon. Il reste justement que la Lorraine. Et la Lorraine va en subir les conséquences les siècles suivants. Mais véritablement, et c'est ce que vous disiez, avec la disparition de Charles le Téméraire, eh bien, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne de taille continentale entre les appétits des uns et des autres, entre les appétits des empereurs allemands et les appétits des rois de France. Et de ce point de vue-là, effectivement, c'était une bataille très déterminante au niveau européen. On aurait pu éviter la guerre de 30 ans si ça n'avait pas été le cas. Parce que la Par guerre de contre, 30 on ans, parlait de tampons. C'est toujours pareil, c'est de l'Uchronie, parce que la Bourgogne, si on regarde les régions qui ont été les grandes régions de la Réforme, à partir du XVIe siècle,
bon, eh bien, vous avez la majorité, la plupart des régions de ce qu'était le duché de Bourgogne ont été atteintes. D'accord ? Donc, ça ne veut pas du tout dire que la Bourgogne n'aurait pas été embarquée dans les guerres de religion. Loin de là, même. On peut penser qu'elle aurait subi de la même manière les luttes intestines entre protestants et catholiques. Oui. Non, il n'y a que la Lorraine qui a maintenu donc son Absolument. identité catholique. Autrement, les protestants ont déferlé sur toute l'Europe. Ils ont saccagé les églises, les monuments, etc. C'était terrible. On ne relève pas ça du tout. Chez nous, on n'en parle pas parce qu'on n'a pas subi ça, mais ça a failli quand même. Hein. Alors, juste pour nos auditeurs, rappelez à peu près les dates de cette fameuse guerre de 30 ans. C'est vague. Bon, Grosso modo, c'est quand même 1618, 1648. ouais, Il se trouve qu'elle commence un peu avant, que dès le XVIe siècle, avec 1525, on a les révoltes des paysans. Je serais peut-être plus tendre avec les paysans que vous ne l'êtes, les paysans alsaciens en l'occurrence. Mais effectivement, les prodromes, c'est déjà le XVIe siècle, mais vraiment 1618, c'est l'embrasement. avec des moments forts. En Bohème d'ailleurs, pour des histoires d'ailleurs qui ne sont pas tant de religion que d'accaparement du pouvoir, donc dans une région de l'actuelle République tchèque. Puis après ça, effectivement, ça fait ça fait boule de neige. Oui, et puis en 1648, c'est officiellement avec le traité de Westphalie et le redécoupage de l'Europe sur un modèle qui va perdurer jusqu'à 1945. La fin de cette guerre, sachant que malgré tout, elle va effectivement encore se prolonger un peu, parce que c'est toujours des découpages plus ou moins arbitraires, hein, l'histoire, vous savez bien. Et je précise pour nos auditeurs, il ne s'agit pas d'un cours d'histoire, mais c'est une Ouais, guerre qui a marqué énormément la Lorraine et qu'on connaît finalement assez peu. Perceval. Tout, hein. Du coup, là, on peut dire que la bataille de Nancy a quand même, vous avez dit, installé quand même la maison de Lorraine, et c'est ce qu'on pourrait appeler l'ouverture un peu de la période des Grands-Ducs, avec notamment Charles III, Charles V et Léopold. L'année dernière, M. Cuny, dans votre discours du 5 janvier, vous louiez nos Mémoire. Exactement. Je vais pas faire mon Ça sent neutre. Vous louiez nos ducs chefs de guerre. Et vous disiez qu'on n'en parlait pas assez. Et est-ce que c'est seulement à partir du 5 janvier que les ducs peuvent mériter cette appellation? Non, à toutes les époques, la Lorraine était en guerre contre la France, ou contre vos démons, contre des familles, contre les Messins. Parce que avant Surtout contre les Messins. Ben oui, parce que bon, Les amis messins, nous le savons. déjà c'est deux peuplades différentes, hein, des médiomatriques, Vous n'avez pas d'amis Messins. à toutes les époques il y a eu des querelles. Et puis Metz, alors là, a connu une splendeur sous les Mérovingiens, donc qui a disparu, et puis qui ont voulu restaurer. Mais Non, la mais République. Oui, tout ça c'est... Sans compter les ducs qui intervenaient, comme on a dit tout à l'heure, dans la guerre de 100 ans. Oui. Ils étaient là. Et du coup, après 1477, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter les hauts faits de guerriers des ducs de Lorraine? Donc René II. Non, il y a une grande période calme, par exemple, avec le Charles III qui a construit la ville neuve de Nancy. Après, il y a eu des guerres avec la France, encore à nouveau, puisque Richelieu s'était associé aux protestants en Europe. Et là, donc, ça a été un grand ravage. Et le duc Charles IV, qui était un grand capitaine, a contré les Français, et surtout Richelieu. Donc il y a eu des destructions de châteaux, d'un tas de choses. Et Une vous avez- défaite à Metz de Charles Quint. Bravo Metz. Oui, Une énorme Oui, défaite. c'est vrai, mais là, Là, c'est un Lorraine. Collabo, pardon, j'ai rien dit. mais là, Ah non, mais pour moi, Metz, c'est dans la Lorraine, mais j'aime bien Metz parce que ça marque justement ce qu'on disait au début. Alors. Je trouve que c'est vraiment. On aime l'Alsace, la Bourgogne, on aime Metz, et ça, je trouve que ça fait vraiment une Metz a ligne, une histoire qui est intéressante. Alors, on reviendra juste sur Metz. Est-ce qu'on peut juste finir sur Ouais. les hauts faits guerriers? Et l'année dernière, vous parliez de Charles V aussi, qui a une histoire assez incroyable, qui était duc sans duché. Trop méconnu en Lorraine, puisque donc la Lorraine est occupée par les Français, donc il est resté dans ce qu'on appelle l'Autriche aujourd'hui, quoi. Et il a combattu donc à la tête des troupes. Laurent, je te vois bouillonner. non, c'est pas une chose, c'est pas ça du Attends, tout. tu finis sur Charles V là. Bah, Oui. Juste une chose quand Oh même. là là, les mecs. Non, juste une chose quand même, c'est pour aller toujours dans le sens de M. Cuny. René II quand même, puisque vous parliez de chef de guerre, René II c'est réellement un chef de guerre, un vrai de vrai, dans le sens où il a vraiment mené très intelligemment sa bataille à Nancy. Et déjà la bataille de Morat, c'est lui qui l'a Exactement. gagné à la tête de la cavalerie.
J'étais en Suisse quand il y a eu l'anniversaire. Même Jean-Marie y était à cette époque, alors il peut vous raconter. Par hasard, j'étais sidéré de la façon dont les Suisses considéraient René II. Alors ça, j'ai acheté une gravure sur place qui représente René II qui charge les La bourguignons. cavalerie, effectivement. C'est lui qui donne l'estocade finale. Et d'ailleurs, à Morat, vous avez un grand panorama, vous savez, ces grandes peintures circulaires Oui, qui oh, étaient c'est très à la mode, formidable. qui étaient très à la mode à la fin du 19e siècle et qui ont disparu avec l'arrivée du cinéma. On voit effectivement l'estocade portée par René II à la bataille de Morat. Mais donc René II, grand guerrier, la bataille de Nancy est loin d'être anecdotique sur le plan tactique et stratégique. Oui. Vous parliez de Charles IV, Charles V. Charles V, effectivement. Bataille quand même de Vienne, c'est 183. On parle toujours du roi polonais à juste titre, Sobieski, mais la grande chevauchée du Kahlenberg, cette colline qui surmonte toujours Vienne, c'est quand même une idée de Charles V. C'est quand même La lui bataille de Vienne, vous pouvez un peu resituer le Oui, contexte. c'est très simple. Kara Mustafa assiège Vienne pour le sultan Mehmed, qui était le grand général turc. Il assiège Vienne. Vienne va tenir pendant des semaines et des semaines. Si Vienne tombait, eh bien, on peut dire qu'il n'y avait plus aucune frontière, ni artificielle ni naturelle, et que les Turcs auraient déferlé jusqu'en Lorraine, on peut tout à fait l'imaginer. Ce serait répandu dans toutes les plaines. Arrêté net, là. C'est ça. Et c'est parce que Charles V, justement, a conçu un plan qu'ensuite, en masse, c'est vrai, les Polonais, majoritairement la piétaille, c'était les Polonais, derrière le roi Jean Sobieski, mais la cavalerie était lorraine et le plan était effectivement lorrain. Et puis, il remet le couvert 3 ans plus tard, puisque, et là, c'est lui qui a la gloire, il rentre dans Budapest, qui était également assiégé par les Turcs. Et là, on a de très belles représentations aussi, puisque là, cette fois-ci, il n'y a pas les Polonais, c'est Charles V qui fait son entrée. Il a passé sa vie à cheval. Ben oui, c'est exactement. C'était un grand. Alors là, il y a de grands souvenirs au musée Lorrain, notamment, avec des tapisseries, avec des peintures qui représentent les différents sièges. Là. Et juste avant Charles V, il y a donc Charles IV, ce qui est logique, qui lui aussi est un grand capitaine de guerre, controversé parce que ses troupes ont également, sur leur passage, comme il était de coutume à l'époque, ont également ravagé, y compris la Lorraine. Mais il n'empêche qu'effectivement, c'était le premier opposant à la politique française dans le duché. Et on lui doit notamment la bataille de Nördlingen et Konzerbrück, qui sont des batailles où il s'est grandement illustré. Sur Charles V, il y a un livre qui a été publié en début d'année, un gros ouvrage, très bel ouvrage d'un universitaire lorrain, qui s'appelle Laurent Jalabert, mais qui est un ouvrage qui, même s'il est universitaire, il se lit très bien. Et là, vous aurez la première vraie belle biographie de ce grand personnage, en dehors des biographies en allemand, parce que Charles V, effectivement, et Charles IV sont plus documentés en allemand qu'en français. C'est paradoxal que ça puisse paraître. Et pour une petite anecdote, vous nous racontiez l'anecdote du croissant avec Charles V. Eh bien, les croissants ont été inventés à Vienne en 1683, justement dans la nuit. Donc Vienne était assiégée, et dans la nuit, les boulangers travaillaient la nuit, évidemment. On entendait des coups résonner du côté des remparts, et donc ils ont alerté la garde, puis on a alerté le duc, c'était les Ottomans qui étaient en train de mettre des mines sous les remparts. Voilà, puis ça devait être le siège final. Et donc le duc de Lorraine, enfin Charles V, est sorti et puis a combattu et a repoussé donc les guerriers turcs, a ravagé le camp des Turcs, etc. Et en souvenir de cette bataille, les boulangers qui avaient alerté justement la garde à ce sujet ont créé le croissant. Voilà, donc la forme du croissant islamique aujourd'hui. Voilà. Et pour finir un peu sur la période des ducs, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le passage de la Lorraine à la France avec François III et Stanislas? Oui, ça a été... Ah, la tristesse. C'est le début de la fin. Ah, la tristesse. Non, mais donc ça s'est passé, on va pas encore refaire l'histoire. Bon, c'était politique, hein, donc François III est marié Marie-Thérèse d'Autriche, et puis bon, s'est implanté là-bas. Et en compensation de la Lorraine, on lui a donné
Le Saint-Empire romain germanique, quoi. Ou la Lorraine ou le Saint-Empire. Les fumeurs, c'est Toscane. terrible. Ah bah il faut le dire, Toscane. arrête. Non, ça va, ça plaît pas. Regardez la Toscane, non. Donc on a hérité de la Toscane. Vraiment, je peux parler, il a souci entre les dents. Donc a hérité de la Toscane. Enfin, il y a eu un changement complet à l'époque, là. Et donc le roi de Pologne, Voilà, Stanislas. pour la petite anecdote, la famille s'appelle maintenant Habsbourg-Lorraine. Et c'était une exigence de Louis XV. Parce que normalement, elle aurait dû s'appeler Lorraine-Habsbourg. Ah oui, l'héritage, c'est Lorraine. C'est le mâle qui normalement, à qui on peut donner le nom. L'empereur a vécu dans l'ombre de l'impératrice. Il a fait beaucoup d'enfants, mais c'est bien Marie-Thérèse qui a été... Qui était reine d'Autriche. Et lui était empereur Excusez-moi, d'Allemagne. ouais, c'est ça. C'est quand même elle qui menait le jeu. Et ils ont donné notamment un enfant Honteux. très célèbre dans l'histoire de France. Marie Oui, Antoinette. plusieurs enfants, oui, mais donc Marie-Antoinette, évidemment. Le passage de la Lorraine à la France est un viager sur 33 ans. On parle de réunion. Si effectivement on peut voir les choses d'une manière purement administrative et légale. Bon, on parle beaucoup de l'annexion en parlant de 1870-71, on peut aussi parler d'annexion du duché à la France. Stanislas qui est le... Et oui, voilà. C'est un traître. Non mais Bah dites-le, non, dites-le Laurent Chant, mais c'est dites-le. pas- Ça, Non, c'est Non, pas un non, traître. non, C'est pas un traître, c'est quelqu'un Alors, qui était... avant de le traiter de C'est traître, loin d'être un prophète. revenons un tout petit peu sur qui était Stanislas. Je pense qu'en Lorraine, tout le monde connaît la place Stanislas, mais pas grand monde sait qui est Stanislas. Alors dites-nous un petit peu qui était Stanislas et est-ce que c'était un traître? Non, Non, c'est un roi de Pologne. c'était un roi de Pologne qui a qui dû était quitter- détrôné. Voilà, c'est ça. Donc, et Par qui contre, était le lui, beau-père Beau-père de Louis XIV. de Louis XV. Louis XV. Pardon. Et Louis XV lui a donné un viager à la Lorraine le temps. Oui, c'est des combines politiques, finalement, ça s'est bien déroulé comme ça. Et Faut quoi oublier qu'en Pologne, c'était une monarchie, mais une monarchie élective. Oui. Voilà, très compliqué. Très compliqué. Très compliqué, c'est moi qu'on puisse dire. Et comme dans le film, eh ben, c'est un viager qui s'est éternisé. Et puis ça, un jour, il a fini par mourir, et puis finalement, le gouverneur... Le lendemain, la Lorraine était déclarée française. Voilà, C'était un marché qui était édifié dès le début en fait. Dès que Stanislas prend, C'est c'était... pour ça que c'est pas un traître. Ouais. Il a fait ce que... C'est pourquoi il était là. Ah, mais Oui, oui, non, Il n'y a pas eu de référendum. non, non, non. non. Bon, il a fait beaucoup de bien aussi de son côté. Hein. Quand je fais visiter Nancy, on commence par la place Stanislas, et puis justement, je dis... L'ancienne bon, place bah, royale. La place royale. La oui, place oui. Il y royale. avait la, de- Bah, la il y avait la Révolution. statue de Louis XV avant, Oui, oui. qui a été enlevée à la Révolution. Mais il faut aller voir la place de l'Alliance si on veut vraiment se faire une Ouais, représentation on ne pense pas, oui. symbolique et monumentale de ce qu'a été justement la transition et la fin de l'indépendance de la Lorraine. Eh ben, nous parlons de transition, c'est parfait, puisque vous me citez deux endroits à Il est visiter. bon, hein, il est bon. Moi, il y en a un tout particulier, en tout cas, bon, c'est très personnel, mais qui m'est cher, et qui, je pense, si on est de passage en Lorraine, on doit y aller. C'est la colline de Sion. Alors, qu'est-ce que la colline de Sion? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Je ne vous demande pas, bien évidemment, un historique complet de la colline de Sion, mais pourquoi c'est un endroit si particulier en Lorraine, et pourquoi c'est un endroit habité? Parce que lorsqu'on y est, lorsqu'on sent l'air, lorsqu'on est au pied du monument à Barès, ou lorsqu'on est de l'autre côté de la colline, on sent qu'il y a quelque chose de particulier dans l'air. Monsieur Cuny. Oui, bien, c'est un haut lieu de Lorraine qui était dédié à la Vierge Marie. Enfin, au début, c'était des divinités païennes, et ensuite la Vierge Marie. C'est un haut lieu parce qu'il émerge au cœur de la Lorraine. Si vous êtes en haut de la colline, vous pouvez voir autour de la colline 80 villages. Hein. Elle émerge vraiment d'une vaste plaine tout autour. Voilà, donc, et puis les Lorrains ont fait de Notre-Dame de Sion la patronne de la Lorraine. Ils lui ont donné le titre de reine et duchesse. Il y avait à la fois le Schneider. côté religieux avec effectivement Notre-Dame de Sion, et il ne faut pas oublier quand même le pendant militaire avec les forteresses de Vaudémont. Oui, oui, il y C'est avait sur la même colline. oui, le château de Vaudémont, oui. Et au milieu, et maintenant, depuis le XXe siècle, il y a le monument d'Arès. Qui est, Ouais. Qui a écrit de très belles pages sur la colline de Sion, notamment la colline inspirée, tout simplement, un ouvrage qui est toujours lu aujourd'hui et réédité.
C'est probablement le seul livre de Barrès qu'on continue de lire. Peut-être plus, ils se vendent peut-être plus comme le nouveau Houellebecq depuis hier, mais ça n'empêche qu'effectivement c'est certainement celui qui est le plus lisible aujourd'hui. Oui, Par tout un chacun. c'est-à-dire l'œuvre de Barrès a beaucoup vieilli, mais il y a des choses qui resteront éternellement, les déracinés par exemple. Oui, mais les déracinés sont plus ancrés dans une époque d'écriture quand même, me semble-t-il. Alors que la colline colline aspirée, vous faites lire ça par n'importe qui. Il y a des pages descriptives. C'est vrai que c'est un roman que moi je recommande quand on a 17, 15, 17, une vingtaine d'années. Dans ces eaux-là, je pense que lorsqu'on a une âme encore un peu fougueuse et chevaleresque, on se retrouve un peu dans ce roman. Et oui, je parlais de cet endroit parce que vous l'avez évoqué, c'est une sorte de synthèse historique. On retrouve, il y a les ruines de la forteresse de Vaudémont, détruite par sur ordre de Richelieu, si je ne me trompe pas. Donc le monument à Barrès, l'hommage à la Vierge Marie. Est-ce que Les petites étoiles dans la terre. Voilà, les petites étoiles, la fameuse légende des petites étoiles dans la terre. Est-ce que il y a la croix de Lorraine brisée. Et la croix de Lorraine brisée, voilà, je voulais parler de ça, donc allez-y, monsieur Cuny. Qu'est-ce que cette croix de Lorraine brisée? Eh bien justement, ça a été l'annexion de la Lorraine, et de l'Alsace à l'Empire allemand. Et donc à ce moment-là, la croix de Lorraine a été brisée, il est marqué dessus, ce n'est pas pour toujours, en patois. Et puis après, on l'a reconsolidé quand il y a eu à nouveau donc, la Lorraine qui est rentrée en France, quoi, dans la partie française. Du coup, est-ce que ça répond pas à votre question tout à l'heure sur si les Julien. Bourguignons avaient gagné, est-ce qu'on aurait été plus identitaire ou non? Les Allemands ont gagné, ils ont détruit la croix de Lorraine, la France l'a laissé ressouder. Je ne sais pas si l'État français a essayé de ressouder la croix de Lorraine, mais ils l'ont laissé faire. Alors que les Allemands, non. Donc, ça répond à la question tout à l'heure, moi je pense. Messieurs? Ouais, comme ça va. Oui, ça répond à la question. Je pense aussi. Je reste quand même dubitatif, mais C'est le côté sachant méchant. que la croix de Lorraine existait également en Moselle dite occupée. Sion, il y a quand même quelque chose, effectivement, de toute façon, c'est très simple. Si on a un fond de religion, on est déjà touché par cet aspect élévation. C'est sûr, quand on est sur place, on le voit de loin, d'accord. Mais il y a aussi un aspect, une force tellurique, à laquelle moi je suis plus sensible. Il y a peu finalement de régions, j'aime pas, même si je n'aime pas ce terme, il y a peu de terres qui peuvent se prévaloir comme ça d'un lieu central aussi chargé. Justement, il y a les Alsaciens, ils ont Saint-Odile, il y a Bibrac, il y a quelques coins comme ça. Et immédiatement, Sion, de par cet aspect de dent comme ça qui sort, effectivement, et qui embrasse effectivement toute la plaine autour, le rôle stratégique, effectivement, il paraît évident, fait qu'il faut vraiment n'avoir aucune sensibilité, aucune fibre, même pas identitaire, mais simplement romantique pour rester indifférent à un tel site. Et c'est analysé, c'est un haut lieu cosmotellurique. Ouais. Les païens n'allaient pas dans ces endroits par hasard. Oui, voilà, c'est Ouais, ça, voilà. exactement. Oui, et puis d'ailleurs, c'est pas pour rien non plus probablement qu'on y a établi un site religieux chrétien Oui, aussi. tout à fait, c'est la continuité. Ça allait de soi. Donc vous voyez, amis païens et amis chrétiens, on peut se retrouver de temps en temps, ça arrive. Autour des grandes forces telluriques. Il y a des arbres, des ruisseaux, voilà, tout le monde aime. Bien, nous avons parlé de la Lorraine. Lorraine, maintenant, nous sommes entrés dans une Lorraine française. Je sais que ici, certains en seront fort meurtris, mais bon, c'est comme ça, c'est les lois de l'histoire. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle de quelque chose de particulier en Lorraine. Il ne faut pas oublier aussi que, et ça je le dis pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, c'est que Lorraine est une terre d'hommes importants, d'hommes connus. Bon, là j'en cite au hasard quelques-uns. Lyotet, qui est né à Nancy, Verlaine qui est né à Metz, Brodel qui est né à Lunéville en Ornois, Gaxot, Barrès, on en a parlé, et puis Jeanne d'Arc bien évidemment. Est-ce que Callot, moi je sais, je ne peux pas citer tout le monde. Hein. Charlie Vicotière. Non, c'est pas grave. Est-ce que la Lorraine a gagné à devenir française, monsieur? Ça c'est une analyse discutable. Est-ce qu'elle a gagné? J'en sais rien. Pour moi personnellement, je préfère mon identité lorraine que mon identité française. Mais bon, par la force des choses, on est français. Hein. Nos ancêtres ont combattu à Verdun et dans d'autres lieux
Donc on est assimilé. C'est Schneider? Oui, non, mais On voit froncer les sourcils. on est français. Bon, aujourd'hui, mais comme je le disais tout à l'heure, ce que nous souhaiterions, c'est d'avoir une Lorraine qui soit plus maître dans la France de ses... Oui, qu'il y ait une Son identité histoire, son marquée, activité. quoi, plutôt Voilà. qu'effacée. Et à l'intérieur même de la Lorraine, les différents pays, pays au sens historique du terme, Ouais. qui sont dans la Lorraine, chacun ayant des particularités. Finalement, ça revient C'est d'enracinement. à ce que m'avait dit monsieur Hillard lorsque je lui parlais de région, et il m'a coupé en me disant parler plutôt de province, c'est Oui, mieux. province, Oui. c'est Mm. mieux. Monsieur Pour Champ l'historique. Ouais, le débat sur province et région. Ouais. Parce que pendant longtemps, province, c'était quand même considéré comme relativement infamant. On parlait des fois des provinces allemandes du Royaume de France, d'ailleurs. Heureusement que d'un certain point de vue, l'école de la République et ensuite la mondialisation galopante ont rasé tout ça, parce qu'aujourd'hui, qu'on soit lorrain de Moselle ou lorrain des 3 autres départements, j'ai bien l'impression que ça fait plus grande différence, si ce n'est dans les repas de famille. Et Est-ce autour que là, de cette table aussi. Hein, ouais, mais je suis pas certain que ce soit très représentatif malgré tout. Entre supporters SNL et Entre ceux- SMS. C'est-à-dire que précisément entre ceux qui iront voir le match de la SNL et ceux qui iront demain soir place de la Croix de Bourgogne, je sais de quel côté sera le plus grand nombre, malheureusement. En même temps, Le monde est divers. voilà. Bon. Oui, la diversité est une richesse et la richesse est une diversité. Mais pour revenir. le CSA vient d'approuver cette phrase. Est-ce que la Lorraine y a gagné? Effectivement, on est quand même dans la prospective uchronique, si je peux me permettre une expression aussi, un tel barbarisme. Monsieur Chivoret, Timo. Est-ce qu'on y a gagné? Moi j'ai mon idée sur 1918, mais on en reviendra après. Moi je pense qu'on y a gagné pas en termes d'identité, Non, mais en termes de survivance politique, je pense. Par rapport au Saint-Empire romain germanique, par rapport à la Bourgogne. Mais c'est toujours pareil, c'est le même point de vue. Quand on voit comment ont été gérés les protestants en Allemagne, la haine entre les Espagnols et les Allemands, les conflits au nord de l'Italie, je pense que nous, on s'en est sortis pas trop mal. Pas trop mal. Du moins au point de vue religieux, déjà premièrement. Après, c'est la façon dont ça s'est passé, voilà, avec Stanislas, j'apprécie pas trop. Surtout que moi, je trouve pas qu'il ait fait des choses extraordinaires. Donc, La guerre de Lorraine a quand même subi le duché de Lorraine a quand même subi, et pas que le duché, d'ailleurs, la Lorraine dans tous ses états a quand même subi la guerre de 30 ans Ah oui, mais c'était... de la pire des manières, et il a fallu attendre précisément que ce soit le Royaume de France qui s'intéresse à cette question, avec l'alliance tissée avec les Suédois qui descendaient du nord de l'Allemagne. Pour que tout ça, pour qu'on en arrive à ce que la Lorraine soit... C'est bien vous qui avez publié un livre, c'était Gabert, c'est pas vous qui avez publié le livre de Gabert sur la Lorraine meurtrie? Vous, c'est Monsieur Puny. Non, Monsieur c'est Puny. l'université. non. C'était les Punes alors. Oui. Avant d'y gagner, si tu sais qu'elle y ait gagné quelque chose, elle a payé le prix quand même. Oui, bien sûr, Elle a parce payé que le moi prix. je crois au grand mouvement d'histoire, je pense qu'il y a des choses qui sont inéluctables. La longue durée, donc. Ouais, Voilà. Donc, sur le coup, il y a des pertes, Ouais. il y a des tristesses, il y a des massacres. Ouais. C'est aussi pour ça que j'aime bien Callot, c'est la description des ravages en Lorraine, c'est impressionnant. Mais sur le long terme, de toute façon, je pense, on sait très bien, par exemple, comme le Rhin, on sait que le Rhin, le nord de l'Italie, sont des terres qui, quoi qu'il se passe, ont toujours été source de conflits. Qui que ce soit qui ait gagné une bataille, de toute façon, Ouais. Perceval, nous approchons de la fin. Tu vas nous parler de l'avenir de la Lorraine, parce qu'on a beaucoup parlé d'histoire, donc maintenant ce serait quand même bien de se tourner vers l'avenir. Alors, du coup, pour finir cette émission, on va effectivement, comme le dit mon compère Consoli, parler du futur. Pour vous, où va la Lorraine aujourd'hui? Est-ce que c'est destiné à devenir une euro-région, un Länder allemand en Europe, une simple région française? Est-ce qu'elle va redevenir indépendante un jour? Et par-dessus ça, est-ce que vous pourriez aussi définir un peu, pour vous, c'est quoi l'esprit lorrain? Monsieur Cuny, bien sûr. C'est très difficile de parler de l'avenir, parce qu'en plus on est coincé par les questions politiques
Donc c'est pas nous qui pouvons préparer l'avenir. Bon, quelle est l'identité lorraine? Déjà c'est l'histoire, et puis c'est une foule de détails. Bon, on parlait de gastronomie, évidemment, c'est la quiche lorraine, c'est les tartes aux mirabelles, c'est les vins lorrains, le vin gris, etc. Donc, Qui n'est pas si mauvais que ça. Mais non, pourquoi il serait mauvais? Non, non, au contraire. C'est sa réputation. Oui, la réputation est mauvaise parce que elle est faite par des gens qui ne boivent pas. C'est changé déjà depuis longtemps parce que les nouvelles générations de viticulteurs ont fait des études d'œnologie et puis donc les nouveaux cépages, etc. C'est varié. Parce qu'évidemment, on a eu le phylloxéra, etc. On a planté des vignes qui produisaient un vin médiocre, mais depuis quelques années quand même, c'est amélioré. Voilà. Donc l'identité de la Lorraine, voilà, c'est le saucisson qui est ici sur la table, c'est différentes choses. Au point de vue culturel, on a des lieux, des hauts lieux. On parlait de Sion, il y a Sion, puis il y en a combien d'autres? Le Saint-Mont à Miremont, la cour de Ramès, le musée lorrain à Nancy, enfin, la chapelle des Cordeliers où sont enterrés donc les ducs de Lorraine. Voilà, enfin, il y a une foule de choses comme ça. Donc l'identité de la Lorraine, en fait, c'est des images. Hein, voilà. C'est la croix de Lorraine, c'est les alérions, c'est des paysages, voilà. Je vois pas ce qui peut émerger. Enfin, un symbole fort, j'en vois pas pour le moment. C'est chiant. Ce qu'il y a, c'est que les symboles forts se télescopent, en réalité. Un seul symbole, personnellement, c'est pareil, je n'en vois pas. Mais plusieurs symboles, différents symboles, oui. L'identité lorraine, c'est d'abord, effectivement, ou un héritage ou une somme d'héritages, à condition qu'on veuille bien les accepter, qu'on veuille bien s'y intéresser. Bon, à titre personnel, comme je viens effectivement de la Lorraine germanophone, j'ai un rapport à mon identité qui est encore peut-être un peu particulier, mais c'est pas pour autant que même si effectivement moi je ne cache pas avoir une véritable nostalgie des empires, que ce soit l'empire Habsbourg, que ce soit l'empire Hohenzollern, et ce qui fait que effectivement je me sens aucune affinité avec la moindre famille prétendante à la couronne de France que ce soit, mais qu'au contraire je ressens toujours beaucoup d'émotions quand je rentre dans la chapelle des Cordeliers. Ça ne m'empêche pas effectivement de me sentir très bien avec un Meusien, Meurthe-et-Mosellan, même si je déteste ce terme d'ailleurs, parce que nous aussi on déteste ça. Je pense que notre identité, nos identités particulières dépassent largement un numéro de département. Oui. Donc cette identité, c'est d'abord effectivement se raccrocher à une histoire, ou à des petites histoires qui accumulées forment une histoire, qui est celle de la Lorraine. Je pense véritablement que pour qui veut commencer à comprendre qui il est, il y a le livre d'Henri Bogdan, La Lorraine des Ducs, qui est une très bonne base. Il y a l'abonnement à des publications telles que la vôtre, Monsieur Cuny, différentes lectures, et puis effectivement regarder autour de soi, voir un peu les architectures, se promener en Lorraine, et ça commence donc effectivement par un patrimoine. Regarder aussi son propre arbre généalogique, même si on n'est pas tous effectivement fils de Lorrain depuis 30 générations. C'est donc accepter toute cette vaste histoire chargée, histoire guerrière, très majoritairement. Ensuite, où va la Lorraine? Effectivement, là, c'est très difficile. Voilà, c'est très difficile à dire dans la mesure où la Lorraine n'existe déjà plus en tant que telle, puisque maintenant nous sommes tous noyés dans le Grand Est. De là en faire un Land allemand, faudrait déjà dans ces cas-là que l'Europe devienne véritablement le 4e Reich, ce qui est quand même pas. Non, je pense quand même que je pense qu'on y est quand même pas encore, parce que je connais assez bien les Allemands pour savoir qu'ils ont déjà du mal à s'assumer eux-mêmes. Ils accepteront certainement de racheter le maximum d'entreprises chez nous, pour qu'ils ne le font pas vraiment parce que ils voient bien que ça n'a pas grand intérêt et que l'économie lorraine est en berne. Ils préfèrent laisser ça aux Chinois. Mais ils ont déjà tellement de poids de leur propre culpabilité, bien entretenus, plus que nous, que je pense pas qu'ils aient tellement cette espèce de prurite impérialiste qu'on leur accorde. Je vais peut-être m'arrêter là, parce qu'après il faut quand même pas que je monopolise la parole. Un peu trop tendance à faire ça. L'identité de la Lorraine, pour moi c'est surtout les paysages.
Donc les hauts lieux qui ont déjà tous été cités. Les paysages, un mélange de campagne et de plaine, et de forêt, je voulais dire, pardon. Puis quelques montagnes aussi. Quelques montagnes. Moi, par exemple, en Lorraine, mon endroit préféré, c'est les côtes de Toul, bizarrement. J'aime bien être au sud et les regarder jusqu'au nord quand il fait beau et on voit tous les bouts de coteaux et des bouts de plateaux. Je trouve ça vraiment super beau. Poète, Mais bien sûr, en disant super beau, c'est pas très poétique. Les Vosges, on oublie beaucoup les Vosges dans la Lorraine, ça fait vraiment partie. On a quand même la 3e forêt de France, donc c'est en Lorraine. Les Vosges de la plaine ou les Vosges des Hauts? La montagne. La plaine, c'est la plaine. La forêt, c'est la Vosges. Voilà, c'est la Vosges, c'est pas les Vosgiens diraient que c'est pas la vraie Vosges. Mais bon. Ouais. Et puis le caractère. Moi, j'aime bien me dire que les Lorrains ont un caractère taciturne et un peu taiseux, et j'aime bien ça. Et c'est ça qui les rend aussi, je pense, bons soldats. Oui. Quand on les Lorrains voilà, sont des taurognards. Bon. Ben voilà. Moi, j'aime bien c'est le côté paysan Faut se faire et accepter. forestier. Je pense à un mélange des deux. J'aime bien dire que le Lorrain, pour moi, il a la tête dans les sillons. Et voilà, il regarde par terre, il bosse, et après, il sait être bon vivant comme l'étaient tous les Français, puisqu'il a quand même une ascendance génétique française, ou alors seul dans ses forêts. Moi, je le vois comme ça, un peu des deux, un petit mélange. Alors après, est-ce que c'est encore le cas maintenant Malheureusement, je suis pas sûr, mais en tout cas, l'âme, pour moi, est comme ça. Le grand danger pour la Lorraine, pour son avenir, le vrai danger, pour tout ce dont on vient de parler, je crois que c'est d'abord l'oubli, l'amnésie, une amnésie qui est parfaitement organisée, qui commence dès la plus petite école. Et puis c'est tout simplement le renouvellement des populations. C'est pour ça que je me pose des questions sur la perte de cette âme profonde. Qu'on le veuille ou non, effectivement, une âme, ça n'est pas que de l'éther, hein, c'est aussi une chair, parce que ça va ensemble. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est effectivement pour l'avenir, en dehors des difficultés économiques et même de nos amis gilets jaunes qui se pèlent dehors en ce moment même. Pour les raisons qu'on connaît, la survivance de la Lorraine, ça passe quand même par des gens qui savent au milieu de quoi ils se promènent. Qu'ils ont conscience que ce sont des générations et des générations qui se sont battues, et pas forcément d'homme à homme, mais contre la nature, contre l'hostilité des éléments pour faire la Lorraine qu'on connaît aujourd'hui. Pour être souvent en discussion, parce que je suis dans l'éducation nationale, avec des élèves et des collègues, je peux vous assurer qu'il va falloir se retrousser les manches si on veut faire durer encore l'identité lorraine. Je suis d'accord, surtout que je pense, comme tu disais sur les paysages, je pense que l'âme est faite de géographie. C'est un point de vue, moi je pense ça. Et qu'à partir du moment où maintenant on est tous les grandes communautés de communes, les zones commerciales, obligatoirement l'âme va, j'allais dire, disparaître, du moins va changer, parce que, qui sait, peut-être que les gens seront bien mieux. Non, parce qu'il y a des corps partout, je sais pas. Parce que je pense qu'il faut un enseignement dès la base, justement, on parle d'école. Autrefois, dans les ouvrages scolaires, il y avait des ouvrages sur la Lorraine. Il y avait lecture lorraine, il y avait l'histoire de la aujourd'hui, Lorraine. c'est le Dahomey qui compte, hein, monsieur. Oui, je sais, mais c'est très malheureux. Mais c'est le rôle des parents et c'est l'intérêt aussi de ce genre de radio. Oui, de Hauts Moulins, des maisons d'édition. Absolument. C'est-à-dire qu'on peut, nous, faire notre travail dans notre coin sans obligatoirement être des radicaux ou des revanchards ou des... Voilà, on en discute, on en parle. Moi, mes enfants, je leur en parle. Il y a beaucoup, on a beaucoup d'enfants aussi autour de nous dont les parents maintenant font l'école à la maison, ou du moins s'interrogent de plus en plus. Donc il n'y a pas besoin qu'on soit 1 million d'enfants à l'école à la maison. Il faut au moins que le noyau un peu ferme et un petit peu romantique, encore une fois, parce que j'aime bien cet aspect des choses, décide de, nous on va en parler à la maison. Ça sera l'encadrement futur, justement, des jeunes gens qui auront une formation comme ça. Et puis les jeunes gens qui sont, on en met des exemples autour de cette table, qui sont à la recherche d'une identité. Moi je parle de l'identité française, maintenant je m'intéresse à l'identité lorraine. Il y a quand même une grande quête d'identité chez la jeunesse. J'espère. Et c'est pour ça que le 5 janvier, c'est vraiment très très bien, parce que ça a une force symbolique importante. On n'est pas obligé de voilà, quand on parle d'indépendance de la Lorraine, par exemple, moi justement. J'en rigolais un peu parce que je pense que ça mènera à rien et je suis même pas sûr que la Lorraine ait déjà été réellement indépendante. Est-ce que la Lorraine a déjà le droit de battre monnaie, par exemple? Je sais pas. Oui, elle a le droit. Voilà, je suis venu, j'en parle des nouvelles compétences. Merci Radio Lorraine. En
en tant qu'État souverain, elle était tout à fait... Ah, oui, légitime. je savais. Mais justement, pour en revenir à cette question de l'avenir, dans une perspective un peu collapsologique, dont Fabien Nisleda parle beaucoup, Ouais. admettons, voilà, on va... Rappelons ce que la collapsologie, qui est Ah, l'étude voilà, de la fin des temps, grosso Bon, modo. ouais, La la fin version scientifique, si tu veux, mais la fin disons des qu'en tout cas, civilisations occidentales. un effondrement, une remise en question de notre rapport aux ressources, etc. Peut-être aussi un éclatement des sociétés avec les populations venues d'Afrique, etc. François Hollande a bien dit qu'un jour peut-être la société serait séparée. On a encore, comment il s'appelle, maire de Lyon, Gérard Collomb, qui a parlé de ça aussi. Est-ce que, attention à la bière qui a failli tomber, est-ce que... Sacré âge, la bête des Vosges en plus. À coup des Français. Est-ce que justement dans une perspective comme ça d'effondrement, est-ce que justement à un moment donné on peut pas s'imaginer que la Lorraine, pour survivre à cet effondrement, redevienne justement indépendante, etc. Est-ce que c'est complètement délirant de penser ça? Mais l'indépendance... Enfin l'indépendance, en tout cas un resserrement sur l'identité lorraine. Et l'indépendance, ça sous-entend la souveraineté. D'abord économique, ça veut dire qu'il faut être capable de soi-même battre monnaie. Attends, on bat le florin maintenant. Battre monnaie, de rétablir des frontières, d'imposer sa propre constitution et d'avoir une fiscalité propre. On est quand même assez loin de ça. Alors ça c'est clair, hein. On est assez loin de ça. Mais dans une perspective collapsologique, on peut l'imaginer quand même. Dans une perspective effectivement, comme vous dites, collapsologique. Mais tu repartirais de zéro, donc tu peux tout imaginer. Mais voilà, mais pour cela, il faudrait déjà effectivement que tout s'effondre. Donc il faudrait déjà qu'on connaisse un nouvel âge sombre, comme après la chute de Rome. Donc on ait quelques siècles dits sombres. Pour qu'ensuite on ait un nouveau Moyen-Âge et qu'on reparte de l'avant. C'est quand même pas tout à fait ce vers quoi se tend notre belle Union Européenne. Ce qui est sûr par contre, c'est que comme nous acheminons vers une ère de plus en plus de grands ensembles économiques, je vois mal comment la Lorraine pourrait survivre d'elle-même. Tous les exemples qu'on a d'États qui sont redevenus indépendants sont devenus vassaux d'une autre puissance que celle dans laquelle ils étaient intégrés jusque-là, que ce soit en Europe ou ailleurs. La Lorraine n'a pas de toute façon la puissance économique que, par exemple, qu'aurait la Flandre. Non, bien sûr. Mais bon, elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas. Si les Wallons ne veulent absolument pas se détacher des Flamands, c'est que les Wallons sont dans la même situation économique que les Lorrains. Donc ils ont été gagnants pendant un siècle avec l'industrie lourde. L'industrie lourde s'est effondrée, maintenant ils n'ont plus rien. Ben, nous c'est pareil. Imaginons effectivement la Lorraine demain qui, hop, allez, lève les voiles et puis décide de dire... son mot à la France. Ok, et alors, on vit comment? On vit comment? On exporte quoi? On importe avec quel argent? On avait les tissages, on avait le charbon, on avait le fer. Voilà. C'est pas uniquement avec la Mirabelle qu'on pourra Pendant un temps, peut-être. Et encore, c'est déjà pas mal. Ça va nous réchauffer. Donc l'époque est aux grands ensembles intégrés. Tout ce qu'on peut espérer, c'est d'avoir davantage de reconnaissance. D'accord? Et sans aller jusqu'à l'Europe des 100 régions de Jean Mabille, avoir dans le cadre d'une Europe au fédéralisme bien compris, je l'entends, peut-être les coudées plus franches. Mais avec les ennemis sans aller parler d'ennemis, les concurrents qui sont même plus aux portes, qui sont déjà chez nous, avec les Américains à l'ouest, avec les Chinois à l'est, avec la marée africaine qui ne fait que démarrer, et une Russie à laquelle on ne veut plus adresser la parole. Je me demande déjà comment l'Europe va se survivre. Alors imaginez-nous, au plein milieu de l'Europe, ce qu'on va devenir. Gérard de Villiers, que vous connaissez pour SAS, m'avait dit une fois, l'Europe, avant 2050, ça sera plus qu'un grand parc d'attractions pour riches chinois, avec d'un côté des régions qui auront de l'industrie de luxe, genre Rolex, genre BMW, et de l'autre, des petites régions où les gens viendront goûter les richesses gastronomiques locales. Il était très sombre. J'ai quand même l'impression qu'on s'achemine un peu vers ce chemin. Bon, on a deux catholiques autour de Laurent Chang, l'espérance en la Providence, l'espérance dans le Christ. Est-ce que ça intervient dans votre vision du futur? Je vous le souhaite. Hein. C'est très beau ce que vous dites. Bon. J'attends la suite. Mais il faut de la beauté. Est-ce que notre Seigneur a pensé à notre cas de l'orage? J'en sais rien. Est-ce qu'ils sont en train d'en parler?
Non, mais c'est sûr que la foi maintient les hommes, autrement, on s'est salé en toute chose. Bon, eh ben, écoutez, avant de laisser mon camarade conclure, je tiens à signaler que, en écoutant les intervenants, je pense que les auditeurs qui se posent encore la question de savoir pourquoi cette radio s'appelle Lorraine enragée, je crois que là vous avez eu la réponse. C'est que nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas mourir, bien évidemment, mais je crois que cette définition est là. Notamment, j'aime beaucoup la remarque de mon camarade Julien vis-à-vis des paysages. Car je crois qu'on a beaucoup intellectualisé le débat, on a parlé d'histoire, on a parlé de choses qui peuvent échapper certainement à beaucoup d'auditeurs parce que on ne peut pas tout savoir sur sa région, c'est évident. Mais la première des choses, c'est que je pense qu'il faut vous contenter de paysages. C'est-à-dire que rendez-vous à Sion, rendez-vous dans des églises, rendez-vous dans des endroits peut-être où on ne trouve pas forcément l'image de Dieu, etc. Mais en tout cas, allez vous abreuver de paysages, allez vous rendre compte que vous vivez dans un endroit particulier. J'ai même invité beaucoup de gens qui venaient du sud-ouest, qui venaient de Charente, qui venaient du nord, qui venaient d'ailleurs et qui se sont rendus compte que, ne serait-ce que par les paysages, cette terre était particulière. Et aujourd'hui, nous sommes un petit peu comme les hobbits, c'est-à-dire, ce n'est pas du tout une analogie moqueuse, non. Les hobbits ont cette particularité, c'est que ils ont une terre à eux, qui est la comté, qui n'est pas la terre la plus connue du monde, qui n'est pas la terre la plus belle du monde, mais qui est la plus belle pour eux parce que c'est la leur. Et je pense que si vous voulez savoir pourquoi nous appelons Lorraine enragée, tout simplement c'est parce que cette Lorraine est la nôtre et que nous y tenons. Mais que malgré ça, et comme vous avez pu le constater historiquement, nous sommes aussi internationaux, puisque nous sommes exportés. Donc nous parlerons de nous parlerons de vous, et nous parlerons de tout. Voilà. C'était ma conclusion. Maintenant, c'est la conclusion de mon ami Perceval. De mettre l'armure et de monter sur la destrier. Et puisqu'il est temps de conclure, mes chers auditeurs, on va vous remercier pour votre écoute. Un grand merci également aux participants de cette émission. Donc, comme vous avez pu le constater, on a essayé de brosser à grands traits l'histoire de notre belle région. Cette Lorraine, terre d'entre-deux au cœur de l'Europe, tour à tour et tout à la fois germaine et française, qui aura su trouver au milieu de ses grandes influences son identité propre et participer à la grande histoire de son continent. Terre guerrière et indépendante, fidèle à Dieu et défenseur de la chrétienté, creuset du destin de grands hommes et de grandes femmes, nous espérons, chers auditeurs, que grâce à cette émission, vous aurez envie de vous plonger dans le récit de ces lettres de noblesse. Puissiez-vous vous émerveiller comme nous et vous abreuver à son esprit millénaire afin de traverser les temps troublés que nous vivons. Que Dieu vous garde et n'oubliez jamais, l'avenir commence toujours demain.